D'Abidjan en Côte d'Ivoire à la King of Prussia en Pennsylvanie, quel parcours, un rêve américain d'une Africaine qui se réalise et ce depuis 12 ans. Autrement dit, elle débarque dans l'Amérique de Barack Obama où tout était permis en termes de réalisation, d'ambition, d'espoir, le fameux Yes Weekend. Bonjour Karidia Sakanogo. Bonjour Ousmane, comment vas-tu? Je vais très bien. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui pour échanger avec l'écosystème au Sénégal, en Côte d'Ivoire naturellement, en Afrique pour tout synthétiser et d'ailleurs ailleurs dans le monde parce que bien naturellement, ce dont nous allons parler aujourd'hui intéresse, j'en suis sûr, tous nos fidèles sur Internet. Si ça ne les intéresse pas, c'est que ça doit être très, très suspect pour taquiner un peu parce que comment économiser son temps, rentabiliser son temps, comment optimiser son temps, ça ne peut que intéresser monsieur et madame tout le monde. Un plaisir de vous accueillir naturellement dans les après-midi de la tech. Nous sommes partis pour 30 minutes avec la permission de Dieu. Je l'ai dit tantôt, vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire en 2010. Comment s'est faite votre intégration au sein de la société américaine, cette Amérique melting pot, comme on dit? D'accord, donc vraiment merci déjà pour l'opportunité. C'est un plaisir pour moi d'être là, de pouvoir partager ce moment sur les après-midi de la tech. Merci. 10 ans déjà que je suis aux États-Unis. L'intégration américaine, elle s'est faite avec tout ce qu'il a fallu comme effort. Quand on arrive pour la première fois venant d'un pays francophone, il est clair que le premier challenge, c'est la barrière linguistique. Oui. Il faut pouvoir très rapidement virer à l'anglais. Donc ensuite, il y a les différences culturelles. Il est clair que c'est deux mondes différents. Il faut pouvoir accepter la culture de l'autre. Il faut accepter la diversité culturelle. Ne Oui. pas oublier le bagage culturel avec lequel on arrive et puis pouvoir profiter de ce qu'il y a de bon dans la culture américaine. Donc, c'est cette synthèse-là qu'il a fallu faire rapidement. Sur le plan professionnel, il est clair qu'il faut réajuster ses objectifs, Mhm. profiter des meilleures offres de carrière et puis jongler pour trouver le meilleur au plus tôt. Donc, voilà comment ça s'est fait. Ça a été des moments difficiles, mais on a survécu. Oui, vous en parlez avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de simplicité. Sauf que j'imagine bien sûr que ça n'a pas été simple, notamment lorsqu'il s'est agi de lever la barrière linguistique, vous en avez dit un mot. C'était comment l'anglais de Karidia en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et puis l'anglais de la grande africaine qui débarque en Pennsylvanie? Alors, c'est clair que j'avais pas les meilleurs moyens en anglais à l'école. Mhm. L'anglais était une langue toujours difficile pour moi, mais bon, quand on se retrouve aux États-Unis et qu'on doit s'intégrer, on a d'autres choix que d'apprendre. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, j'ai dû y mettre les efforts. Et puis, avec beaucoup d'aide de l'entourage, avec toutes ces opportunités-là, je me suis dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, yes, we can. Et puis, je l'ai fait. Donc, on continue encore d'apprendre, à ajuster ce qu'il faut. Et puis, bon, on est dedans. Oui, oui, lorsque vous arriviez, si je calcule bien, c'était, disons, sous le régime, hein, sauf que ailleurs, notamment en Amérique, on ne parle pas de régime, hein, disons, sous les années George Bush, après c'est Obama, c'est bien cela? Exactement, exactement. Mais on est beaucoup plus intégré, on cherche beaucoup plus à s'intégrer socialement. Mhm, Donc, la politique n'est pas trop ce sur quoi on se focalise quand on vient d'arriver. mhm. Les opportunités, elles sont là. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est une société où à 50 ans, 60 ans, les gens continuent encore d'aller à l'école. Donc, on n'a aucune raison de ne Mhm. pas pouvoir apprendre. Donc, tout est fait pour l'accompagnement. On essaie de s'intégrer et puis il faut le faire quand on a les enfants. Oui, un dernier mot là-dessus. On parle d'ailleurs beaucoup de l'American Dream, du rêve américain, qui fait qu'on peut prétendre à n'importe quoi, à n'importe quelles ambitions. Je pense l'exemple le plus parlant, le plus expressif, c'est celui de Barack Obama, qui n'est pas totalement noir, il faut le préciser, mais qui est quand même arrivé à diriger la première puissance mondiale
Ce message-là, il est positif. Vous dites, moi, Karidia Sakonogo, parti de Côte d'Ivoire il y a 10 ans. Je corrige un peu, non pas 12 ans, mais 10 ans. Je peux prétendre à tout sur le sol américain? Oui, effectivement. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, à l'exception de celle qu'on se fixe soi-même. Donc, tout est possible. Il faut se dire qu'on veut tel objectif. Il faut juste living on purpose. Il faut avoir un objectif et tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Et en principe, il n'y a aucune barrière. Le rêve, il appartient à celui qui est le plus courageux, à celui qui est le plus ambitieux, à celui qui vraiment décide de combattre pour atteindre ses objectifs. Donc, il n'y a pas cette discrimination-là. En principe, on peut relever toutes les barrières. Donc, le rêve, il appartient à tout le monde. Il faut juste le construire comme on entend. Et moi, je suis ici, c'est vrai, ça fait 10 ans, mais je dirais que j'ai que mon emballage ici, mais le contenu, il est resté en Afrique. Le contenu en Afrique, mon rêve américain, c'est de rapporter tout ce qu'il y a de meilleur de cette culture-là et l'adapter chez nous parce qu'on en a besoin. Oui, vous ne perdez pas en tous les cas votre temps pour vous insérer socialement et professionnellement. Et sans jeu de mots, vous mettez en place un cabinet spécialisé dans la lutte contre le gaspillage. Parlez-nous un peu de ce cabinet. Il est né comment très rapidement parce que le cœur de notre interview va être axé sur le lead management. Mais parlez-nous d'abord de ce cabinet qui porte le projet. Alors, j'ai eu la chance de faire l'université Dakar-Voliba avec le professeur Sakir Thiam. Donc, je suis où j'ai obtenu ma maîtrise en sciences techniques, comptables et financières. Donc, les chiffres, ça me parle depuis. J'ai eu cette passion-là de lui, avec tout ce qu'il a su nous offrir, nous inculquer comme valeur. En venant ici, j'avais ce background-là. Et puis, j'ai eu la chance de découvrir le lean management, qui pour moi est la complémentarité de la gestion financière. Donc, le lean, c'est une approche internationale de gestion qui met en place des principes, des outils, des techniques qui permettent de lutter à plein temps contre le gaspillage. Donc, toutes les entreprises, quel que soit le chiffre d'affaires, le domaine d'activité, public ou privé. Donc, c'est le complément que je veux dire qui me manquait. J'ai expérimenté, j'ai appris, j'ai expérimenté. J'en suis devenue une passionnée. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être la pièce manquante à notre puzzle. Et j'ai décidé de créer ce cabinet-là il y a 5 ans. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Brains Consulting, qui a pour mission de promouvoir le lean management sur le continent africain. C'est un gros challenge, mais je peux y contribuer. Nous pouvons tous y contribuer. Il faut juste ouvrir la brèche, donner l'opportunité aux gens de se frotter à cette approche-là, de l'essayer aussi. Et puis, je pense que les résultats suivront. Je vous donnerai le temps qu'il faut pour nous faire aimer le lean management. Mais rapidement, Karidia, dites-nous un peu en quoi est-ce que cela consiste. Alors, le lean, déjà, le premier modèle parfait a été conçu par Toyota au Japon. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas beaucoup de ressources, mais il faut pouvoir gérer le peu qu'on a en faisant mieux et beaucoup plus. Donc, Toyota, avec le Toyota Production System, a réussi à mettre en place un système de gestion qui permet de lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes afin d'optimiser le niveau de production et dans la logique, améliorer la rentabilité. Donc, c'est de là qu'est parti le lean. Il a été ensuite transféré dans tous les domaines d'activité. On va parler de lean healthcare quand on veut l'intégrer au système de santé. On va parler du lean education. Dans tous les domaines, il est possible de faire du lean. Donc, voilà un peu en quoi il consiste. C'est une lutte continue, c'est une approche qui s'inscrit dans l'amélioration continue. On cherche toujours à faire mieux avec le peu de ressources dont on dispose.
Merci, hein. Pendant qu'on en parle d'ailleurs, j'ai fait un partage d'écran sur le lean management. En plus, bien sûr, de ce que vous nous dites, la résolution continue de problèmes est un moteur d'apprentissage pour l'organisation. Mais ce que j'ai surtout retenu, cher professeur Karidia, c'est surtout les personnes. Parce que l'humain est au cœur naturellement du lean management. C'est bien cela. Exactement. Donc, je veux dire, ce qui différencie de Lean de tout autre mode de gestion, ça sera la valorisation du capital humain. Tout employé doit pouvoir contribuer, il doit pouvoir être valorisé, on doit pouvoir lui montrer qu'il a de l'importance, il a un rôle à jouer, euh, il a une contribution à faire. Et cette valorisation-là emmène un caractère humain dans ce mode de gestion-là qui Oui. manque malheureusement dans la plupart des cas, la créativité. Donc vraiment, c'est cet aspect-là du lean qui le rend si spécial, en mon sens, et qui permet un éveil de conscience générale, voilà, dans toutes les entreprises. Oui, et pourquoi est-ce qu'on devrait y aller vers le lean management? Autrement dit, si on l'applique, on peut s'attendre à quel résultat? Vendez-nous le lean management, s'il vous plaît. Alors, c'est avec plaisir que je vais le faire. Euh, En tant qu'entreprise publique ou privée, le Lean a deux paramètres qu'il met en avant. La valorisation du capital humain Oui, on et a la parlé d'ailleurs. On a satisfaction, parlé d'ailleurs, l'humain. et la satisfaction du client. Le client, il est roi, il faut qu'il demeure roi. Donc, avec le Lean, on le met au centre d'un système de gestion qui fait que sa satisfaction est une priorité en tout temps. Donc, dans nos hôpitaux publics, les malades, quel que soit leur niveau social, sont des clients et ils doivent être considérés comme tels. On doit pouvoir les écouter et créer un système qui permet de les satisfaire, de protéger leur vie. Voilà la beauté du Lean, voilà ce que le Lean Healthcare peut apporter à nos systèmes de santé. Donc, la valorisation du capital humain et la satisfaction du client sont les deux priorités. Et c'est avec ces priorités-là qu'on arrive à créer des systèmes de gestion efficients où, quel que soit le niveau de nos ressources, on arrive à en tirer le meilleur. Voilà, donc c'est une optimisation du mode de gestion de nos ressources. Oui, oui, donc au final, on a quoi? Donc Je au veux dire, final, ça change quoi, oui. le lean, quand il est correctement compris, quand il est correctement appliqué, la retombée première, ce sera une réduction des coûts de production. Alors, quand on parle de réduction des coûts de production, on va investir moins et on va augmenter le niveau de productivité parce que simplement, on a réussi à réduire nos coûts de production et qu'on a un système de gestion plus efficient. On va créer un mode de gestion fiable et stable de façon à ce que notre rentabilité suive. Donc, on va avoir une augmentation du niveau de notre rentabilité, de la rentabilité de l'entreprise. Et bien sûr, avec la culture ligne d'entreprise qui valorise le capital humain, il est clair qu'on peut arriver à réduire le taux de roulement de notre main-d'œuvre. Oui, mais est-ce que quelqu'un ne pourrait pas vous répondre, par exemple, ce que vous nous dites, c'est tellement évident, ça va tellement dans le bon sens des choses, c'est comme choisir entre le paradis et l'enfer. Est-ce qu'on a besoin, je vous taquine un peu, de faire beaucoup d'études pour se rendre compte que économiser des ressources permet de mieux vivre? C'est évident, non? Exactement. Donc, je suis contente que vous disiez ça parce que ça ressort tout le temps. Mais ce que Ah, vous dites, on le fait déjà. ah, Oui, on le fait déjà, mais le problème, c'est que dans une entreprise, il y a une ou deux personnes qui s'attellent à ça tous les jours. Ce que le Lean veut, c'est apporter une culture qui fait que tout le monde suive le pas en même temps. Une personne peut sauver, deux, un peu plus, mais quand toute l'entreprise s'inscrit dans cette vision-là, le résultat, il est nettement meilleur. Voilà. Donc, on a toujours un leader dans une entreprise qui fait du lean sans le savoir
mais il est le seul à porter le poids de l'entreprise sur ses épaules. Or, ça doit être une culture, une habitude. Une culture d'amélioration. Mhm. Et je vais donner l'exemple de nos administrations publiques. On s'est enfermé dans une bureaucratie du fait qu'on fait les mêmes procédures à au fil des années, sans rien chercher à améliorer. Alors qu'une procédure, peut-être après 1 an, est sûrement un peu trop vieille, il faut l'améliorer, il faut aller de l'avant, il faut avoir le courage. Mais combien de nos administrateurs publics ont la volonté de changer quelque chose qui est déjà établi? On entendra la fameuse phrase, c'est ainsi qu'on le fait depuis toujours. C'est comme ça, il n'y a rien à changer. Et pourtant, on est dans un monde tellement qui bouge à une vitesse tellement grande que faire la même procédure pendant de si longues années, je suis sûre qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc, c'est quelque chose-là que la culture essaie de mettre en avant. Oui, en tout cas, vous nous faites aimer le lean management. Nous allons en parler un peu plus tard quand on l'applique dans le digital, mais là, nous allons rester un peu toujours sur le même domaine. Le lean management et le service public en Afrique, le fameux service public. Alors, on va en parler bientôt dans un panel à plusieurs où vous serez invités, Inch'Allah. Mais là, avec vous, parlez-nous un peu de comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le domaine public en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, comme cette interview implique un Ivoirien, une Ivoirienne et un Sénégalais. Oui, et un peu plus l'Afrique d'ailleurs, parce que je suis de père et de... Mon père est de la Côte d'Ivoire, mais ma mère de la Guinée-Conakry. Donc, voilà. Je suis africaine dans l'âme. Donc, pour dire que dans l'administration publique, comme je disais, on a hérité d'un système de gestion un peu trop bureaucratique. Donc, on le sait, les procédures sont longues et à un point où, dans la plupart des cas, la lenteur et puis la lourdeur de ces procédures-là entachent de façon très grave les résultats. Ce qu'on aurait pu faire en 1, 2, 3 jours maintenant, c'est tout sur des mois. Voilà. Et il y a un manque de flexibilité que le Lean peut apporter à nos administrations publiques. Mais personne ne prendra l'initiative de faire cela, ce changement-là, si ce n'est un lean manager qui est passionné comme toi et moi, qui verra les zones d'amélioration et qui aura l'opportunité de changer. Voilà. Sinon, les choses, elles sont faites de la même manière et la bureaucratie nous tue parce qu'on peut gagner en temps. Pour revenir à ce que tu disais, le digital, le lean est au cœur du digital pour moi. Pour la simple raison que le digital devrait venir faciliter ce qui a déjà été amélioré. Voilà. Donc, quand on s'inscrit dans une logique de lean management, on a pensé déjà à faire de l'amélioration continue. On fera du digital pour aller encore plus vite. Oui, ce que vous nous dites un peu hors micro en préparant cette interview avec vous, Karedia Sakonogo, en ligne aujourd'hui de la Pennsylvanie aux États-Unis, c'est que le lean management s'applique même dans nos maisons. Et là, vous semblez tricher sur moi sans le savoir, moi qui dis tout le temps que la géopolitique, ce n'est pas forcément une affaire de guerre entre États. Même au sein de la maison, dès lors qu'il y a un espace et des rapports de force, il y a de la géopolitique. Là aussi, il y a du lean management. Exactement. Alors, je sais pas, je dirais parce que je suis passionnée, je vois du lean partout. Et la maison, pour moi, il faut faire du lean. Je vous explique. Les enfants que nous, aujourd'hui, éduquons seront les adultes de demain. Et ce processus d'éducation-là, il faut le voir en processus. En processus où il faut y mettre tous les intrants. Voilà. Donc, moi, je suis africaine. J'ai une culture africaine que je veux inculquer à mes enfants. Ils sont nés ici, ils sont issus d'une culture américaine parce qu'ils sont dans le cadre. Il faut pouvoir enlever tout ce qu'il y a de bon, combiner, intégrer ça dans leur processus d'éducation pour qu'à la fin, le résultat soit au moins sensible à ce que je recherche. Donc, c'est un processus. Ça ne sera pas parfait parce qu'il n'y a pas de perfection en ligne, mais on essaie de trouver un canevas pour aboutir. Donc, le lean, il est à la maison. Je fais attention à tout ce qui se passe.
le gaspillage de la maison va se traduire en termes financiers. On va acheter ce dont on n'a pas besoin. Ça se traduit en termes de temps. On va consacrer tout le temps sur notre Facebook alors qu'on peut aider les enfants. Ça va se traduire en termes d'énergie. On va, je dirais à ma fille qui essaie d'apprendre le vélo, je lui dirais, si un mercredi soir, tu passes ton temps à faire du vélo au lieu d'étudier, tu es en train de prendre de l'énergie là où il ne faut pas, dépenser de l'énergie là où il ne faut pas. Donc, il y a du gaspillage dans la maison et on utilise le lean aussi pour essayer de créer un cadre plus sain et limiter ce gaspillage. Donc j'imagine que le premier converti au lean, c'est monsieur avant les enfants, chez vous. Mais les enfants d'abord, parce que pour moi, je continue de penser qu'on a trop de problèmes avec notre monde actuel. On doit offrir mieux à nos enfants. Et le mieux qu'on puisse leur offrir, c'est les préparer à créer un monde meilleur. Donc, leur inculquer toutes les bonnes valeurs que malheureusement, on a laissées derrière nous, qu'on a perdues. Leur inculquer ces valeurs-là pour qu'eux, ils puissent construire ce monde meilleur-là. Meilleur, bien meilleur que celui dans lequel on est. Oui, donc le lean management, une éducation, disons, une pratique à inculquer aux plus petits, façon de l'introduire un peu doucement et sobrement. Voilà, et ils deviendront sûrement de meilleurs travailleurs parce que déjà petits, ils ont la notion de gaspillage. Ils savent qu'il faut dessiner des processus, il faut pouvoir agir en allant dans le sens de nos objectifs. Rien n'est fait au hasard. Voilà, il faut avoir des objectifs, il faut avoir un plan. Quand ma fille elle me pose un problème, ma première question, c'est de savoir comment tu penses qu'on le résout. Voilà, il faut déclencher ce critical thinking, cette réaction-là aux enfants pour que déjà ils soient prêts. Voilà, il ne faut pas qu'on leur, comme on dit, il faut leur apprendre à pêcher. Au lieu de leur donner du poisson, il faut pouvoir déclencher ce réflexe en eux pour que déjà petits, ils soient de meilleurs travailleurs. Voilà. En tout cas, vous nous apprenez à bien gérer le temps. C'est ce que vous comptez faire avec l'ONG The Love and Kindness Project Foundation. Si je prononce mal, corrigez-moi, dont vous êtes la directrice Afrique. Concrètement, c'est quoi le projet qui arrive un peu plus tard quand même dans votre carrière, si je comprends très bien? C'est très récent, cette responsabilité, non? Oui, oui, oui. Et la prononciation, elle est parfaite. Ah, mais merci. Ça me donne des ailes, hein? Ça me donne des ailes. Je te rassure, tu peux les avoir. Merci. Donc, The Love and Kindness Project, c'est une fondation, une ONG qui a été créée aux États-Unis par une dame merveilleuse du nom de Karine Boss, qui a un Facebook et une page LinkedIn, qui essaie de promouvoir un monde où les valeurs humaines doivent prendre le pas, doivent être prioritaires par rapport à l'argent, l'or before money. Donc, nous savons tous le monde dans lequel nous vivons. Ces valeurs humaines-là, il faut qu'on puisse les promouvoir de nouveau. Donc, je me suis portée volontaire avec plaisir qu'elle a accepté que je sois vraiment la directrice Afrique de ce projet. On part de la philosophie selon laquelle, en plantant, en semant la tendresse, on pourra faire germer de l'amour. Donc, semer la tendresse, c'est essayer de former nos plus jeunes, nos enfants, nos petits frères, les générations à venir, leur inculquer des valeurs qu'on a perdues, des valeurs humaines qui leur permettront, comme je disais plus tôt, de promouvoir, de créer un monde meilleur. Donc voilà, dans les actions concrètes, ça sera de créer des ateliers pour apprendre aux enfants que la diversité est la meilleure des valeurs. On apprend de différentes cultures. Ça ne doit en aucun cas être source de conflit. Voilà.
pour leur apprendre les valeurs à être un bon citoyen. En tant que bon citoyen, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel doit être notre rôle? Pour leur apprendre que déjà en bas âge, il faut avoir un profil de carrière auquel tu aspires. Il faut pouvoir agir dans ce sens-là. Donc, c'est quelques éléments-là qui pourraient les aider à être des citoyens meilleurs. La mission de cette fondation en Afrique sera vraiment de briser ces chaînes de violence, de haine, de xénophobie, de race, de xénophobie, de méchanceté, de revanche et tout ce qui va avec. On revienne tous à la normale qui est l'amour du prochain. Oui, mais en même temps, vous reconnaissez que ce que vous venez de décliner, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et tout le monde a besoin d'y mettre la main. Pour moi, pour être honnête, cette nouvelle Afrique dont on rêve tous, dont on a hâte de voir émerger, c'est un grand puzzle. Et puis, chacun de nous a un bout, chacun de nous a une pièce. Il va falloir polir, chacun à son niveau, dans son environnement, autour de lui, dans sa famille, sa communauté, doit se charger, contribuer en polissant cette pièce-là, de façon à ce que quand on recolle les morceaux, on puisse obtenir cette Afrique dont on rêve. Autrement, je ne vois pas comment on pourra la construire. Voilà. Donc, on parle d'éveil. Il faut que Ousmane aujourd'hui fait les après-midi de la tech pour éclairer tout le monde sur des domaines qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc, il est en train de faire sa part. Moi, je viens crier ma passion pour le livre en essayant de toucher des cœurs. Chacun à son niveau doit agir comme il le peut pour que après quelques temps, tout le monde puisse découvrir cette belle Afrique à laquelle on aspire tous. En tout cas, merci pour ce message d'amour. Je pense que chacun d'entre nous en a besoin et aujourd'hui, vous vous trouvez en Pennsylvanie, en Amérique, Karidia Sakonogo, dans une Amérique qui accepte la diversité malgré, bien naturellement, ces scandales qui viennent secouer souvent notre actualité. Toujours pour cette fondation, cette ONG The Love and Kindness Project Foundation, vous allez travailler pour elle, vous nous l'avez dit, mais à partir d'Amérique ou clairement en Afrique sur le terrain, ça va se passer comment? Alors, ça, c'est une question qui me revient chaque fois. On me dit, mais si tu aspires tant à aider l'Afrique, qu'est-ce que tu fais? Donc, comme je disais, mon emballage, il est juste là. Mon âme est déjà là-bas. Partir n'est pas un problème. Je pense que c'est une question d'organisation. L'objectif de la fondation, c'est de trouver des ambassadeurs partout, des gens qui se sentent volontaires et qui pensent qu'ils peuvent contribuer à briser ces chaînes de violence en inculquant une meilleure vision à nos enfants. Tout le monde est invité à joindre. On a déjà une page Facebook, on est en train de partager, on a un site internet, donc tous ceux qui veulent intégrer et se sentent intéressés, voilà. Oui, il nous reste, je calcule bien, 4 minutes, 3 minutes. Parlez-nous un peu de votre regard sur l'Afrique globalement. Ces dernières années, beaucoup d'évolutions avec notamment l'introduction de la technologie. Je ne parle même pas d'introduction, c'est un mot très faible. L'implosion ou l'explosion du digital en Afrique à travers le smartphone. Vous regardez comment cette évolution de votre fenêtre américaine? Alors, on a déjà amorcé la plus grande partie de la révolution pour moi. La créativité est au rendez-vous. On voit des jeunes créer des téléphones. On voit en termes de technologie, on est déjà dans la bonne gestion, on est déjà sur la lancée. Et puis, je pense que les résultats sont imminents. Il faut que nos États, pour moi, arrivent à soutenir cette créativité-là qu'aujourd'hui, qui est en train d'exploser. Il faut que
ce soit rentable pour ceux qui sont de grands créateurs, pour qu'ils continuent dans leur lancée en innovant encore plus. Donc, c'est en train de se faire par le bas. Le haut, c'est pour moi nos États qui doivent maintenant aider financièrement, donner plus d'opportunités à ceux qui veulent innover, donner plus d'opportunités à ceux qui veulent entreprendre, les soutenir mieux. Et puis, la grande manquante pour moi, c'est nos administrations publiques, voilà, qui doivent rentrer dans la danse aussi, parce qu'on attend beaucoup d'elles. La fameuse problématique de la fuite des cerveaux, vous pensez qu'elle n'est plus d'actualité dès lors que où l'on puisse se trouver dans le monde, on est presque chez soi avec la facilité qu'offre le numérique? Donc, la fuite des cerveaux, pour moi, elle n'est plus d'actualité, simplement parce que nous avons tous faim de ce développement-là pour notre continent. Donc, on voit aujourd'hui des citoyens africains revenir après leurs études. On ne fuit plus, on retourne. Donc, c'est plutôt un retour. Maintenant, il faut que nos États arrivent à aider à ce retour-là. Voilà. Donc, pour moi, elle n'est plus d'actualité parce que même quand on est ici, on aspire tout. On voit ce qu'il y a de mieux maintenant. On voit ce qui est bon, on a appris. On veut juste le mettre en pratique et puis on attend le soutien pour le faire. Donc, on n'est pas loin. Oui, un dernier mot sur votre enfance abidjanaise. C'était comment les années où vous étiez là-bas, la jeune Karidia, sûrement comme nous autres, étant très jeunes, voulant changer le monde. Quelques années après, ayant grandi, ce monde-là, vous voulez toujours le changer, vous voulez vous conformer, mais j'ai presque ma réponse avec votre nouvelle mission, c'est changer le monde, c'est aider un peu à la promotion de l'amour entre les personnes, les gens. Donc, c'est parfaitement représenté. Hein. Changer le monde, je n'ai pas le pouvoir magique de le faire, mais je me base vraiment sur ce que j'ai appris par cette différence culturelle-là. Tout ce que j'ai vu ici, qui pour moi peut nous aider, que j'essaie de promouvoir. Et voilà. Je vais essayer de terminer avec cette citation de une héroïne américaine qui est malheureusement décédée il y a ça quelques jours, Ruth Bader Ginsburg, qui a été la deuxième dame à intégrer la Constitution américaine, qui disait Fight for the things you think right, but do it the way you lead others to join you. Donc, quelle que soit la cause, la noble cause que vous souhaitez défendre, il faut se battre pour le faire, mais il faut aussi convaincre les autres de pouvoir vous rejoindre dans votre lutte. Donc, moi, je vois le Lean comme un plus à nos modes de gestion, la flexibilité en plus dans nos systèmes de gestion, la lutte contre la bureaucratie dans nos systèmes de gestion. Et je suis convaincue de cette cause-là et je me bats que tout le monde emboîte le pas en allant sur Internet, par exemple, après cette interview-là, se documenter dessus et poser des questions, chercher à apprendre et puis devenir une passionnée comme Ousmane et moi maintenant. Pour ma part, soyez rassurés, hein, parce que comme l'a attesté le partage d'écran tout à l'heure, j'ai commencé à me documenter avant l'interview, pendant et sûrement après cette interview. Peut-être terminer juste par un coucou pour les Dakarois, les Abidjanais, mais pas seulement pour vous qui êtes nés en Côte d'Ivoire, qui avez fait vos études au Sénégal, entre autres. Alors, Dakar, là, c'est chez moi. Peut-être un peu plus que toi, d'ailleurs. Ah bon? Ah bon? Ça alors? Donc, je me réveille avec du Ismaël Lo qui chante Africa. Ça, c'est ma source d'inspiration et c'est là que je tire toute ma force, mon énergie. Et on propose d'ailleurs à l'instant les images du clip de Ismaël Lo, Diam Africa, hein, qui est vraiment un clip, à mon avis, que j'adore particulièrement. Et j'ai eu la chance de le dire à Ismaël Lo lorsqu'il était de passage chez nous.
J'ai bien aimé ce clip parce que il nous parle en tant qu'Africains, il parle de paix, il parle d'amour, il parle d'union, d'unité Ah, africaine. exactement. Et les jours où vraiment je commence à avoir un quelconque doute, c'est la musique que je mets pour vraiment me ressourcer. Donc, Dakar, c'est ma ville d'inspiration. C'est là où j'ai fait la grande partie de mes études universitaires. Et puis, voilà, c'est chez moi, un peu comme partout en Afrique, même là où je suis allée ou pas encore. Mais comme je dis, mon esprit est en Afrique et puis peut-être le retour pour bientôt. Oui, mais ça, c'est important au moins que, de dire un peu, en plus de ce que nous avons dit, bien sûr, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement avec cette chanson de Ismaël Lo? Le fait que on devrait tous voir l'Afrique en tant un pays, voilà. On devrait voir, se sentir africain, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, on devrait se sentir africain, on devrait se sentir chez soi. J'ai mis la musique, vous l'entendez? Je l'entends et elle continue de m'inspirer. Ah, mais merci, merci à vous, Karidia Sakanogo. C'est vraiment une interview exceptionnelle avec l'américaine que vous êtes devenue, mais bien sûr, avec plus que jamais le pied, l'esprit et le cœur en Afrique. Nous allons donc terminer là-dessus. Merci infiniment. Et puis au plaisir de vous retrouver très, très bientôt, notamment sur ce panel qui va devoir exiger votre présence parce que simplement, ce que vous nous apprenez avec le lead management, je trouve que c'est très, très pertinent. Merci beaucoup, Sam. Merci à toi. Merci de l'opportunité encore. Je vous en Euh, prie, je t'en prie. merci Pardon. de polir ta part Mhm, de notre belle Afrique mhm. et puis beaucoup de courage pour la suite. Et au plaisir. Merci, merci, merci beaucoup pour ce joli message d'amour. C'est que l'on retiendra de l'amour dans le temps, mais dans l'optimisation du temps. Amour, temps et optimisation, ça va être les trois mots clés de cette interview. Merci infiniment et puis rendez-vous à très bientôt. Merci, Ousmane. Ciao.